Les Noces de Cana, où il n'y a pas moins de 6 chiens. En voilà un là, un couché là-haut. Là, il y a le chien avec la cuirasse. Voilà, en voilà un là. Il y en a littéralement partout. Dans la base de données du Louvre, on en compte 2789. En fait, il y en a beaucoup plus, il y en a plusieurs milliers qui sont sur tous les objets. Je suis Martin Bettenaud, je suis l'auteur du livre Le Louvre et ses chiens qui propose à travers les collections et les décors du Louvre une promenade avec pour fil rouge la présence des chiens. Il y en a plusieurs milliers qui sont sur tous les objets, depuis les peintures, les sculptures, mais aussi tous les objets d'art, des vases grecs, des tapisseries. Ils sont là depuis l'Égypte ancienne, ils sont là depuis le 4e millénaire. Ce qui m'intéressait, c'est cette sorte de présence, d'omniprésence diffuse des chiens dans les œuvres du Louvre et d'une manière plus générale dans l'histoire des représentations et l'histoire de l'art de l'humanité. Les chiens les plus fréquents du Louvre sont les lévriers, d'abord grâce à leur très grande antériorité. Le lévrier Bassenji, celui qui a les oreilles droites, qui donnera notamment naissance à la représentation d'Anubis, est un chien dont l'existence est attestée depuis moins 5000. Donc il est présent en Égypte, il est présent dans les antiquités orientales et il est présent bien entendu très largement dans les scènes de chasse, dans la cour Marly, dans les tapisseries des chasses de Maximilien. Donc le lévrier, mais aussi les chiens de compagnie, l'épagneul, est le deuxième chien le plus représenté dans les collections du Louvre. Donc je vous propose qu'on aille suivre quelques chiens dans les salles et les collections du Louvre et qu'on commence dans l'escalier mollien par une sculpture de Benvenuto Cellini. C'est la nymphe de Fontainebleau. On voit 5 chiens très nettement, donc des chiens très différents, des chiens de chasse type Braque ou type Saint-Hubert, des chiens frisés, sans doute un Barbet, des chiens type lévrier, qu'on va voir aussi très fréquemment représenté au Louvre, et puis un chien dont on ne voit que l'œil caché derrière les autres, et cet œil qui nous fixe. Cellini avait un chien qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Baruco, qui lui avait été offert par Alexandre de Médicis, et dont, dans ses mémoires, dans son autobiographie, il raconte souvent les aventures. Donc le chien est à la fois présent dans les œuvres et aussi présent aux côtés des artistes, comme un compagnon de leur vie et de leur art. Alors, la salle des États est une salle dans laquelle il y a 20 chiens. Folie, passion de la peinture vénitienne pour les chiens. Je vous propose de les découvrir sur les 4 murs de la salle des États. Donc, on commence avec Véronèse. En voilà un là. 2 là dans les pèlerins d'Emmaüs. Dans les pèlerins d'Emmaüs, chez Véronèse, chez Titien, ailleurs au Louvre, Rembrandt, Le Nain, il y a très souvent des chiens. Alors, plusieurs hypothèses. Une hypothèse, c'est que dans la partie basse des tableaux, on évoque plutôt la dimension matérielle et dans la partie haute, la dimension spirituelle, avec le Christ ressuscité. Et donc, les chiens sont là peut-être pour incarner cette dimension matérielle de la réalité. On peut penser aussi que c'est un effet de ce que Barthes appelait un effet de réel, ce petit fait vrai qui donne à l'ensemble de la scène représentée une forme de vraisemblance ou de réalité. On va en retrouver encore un dans les pèlerins d'Emmaüs de Titien, où là aussi il y a cet effet de réel, une couche de réalisme supplémentaire à une scène religieuse. Ce qui est formidable avec les chiens, c'est qu'ils ont une capacité de venir enrichir la partie basse des tableaux sans pour autant venir voler la vedette à ce qui se passe en haut. On va retrouver dans la Vénus du Pardo 2 grands chiens au premier plan et 3 grands chiens qui courent au deuxième plan. Donc ça en fait 5 de plus le petit chien au pied de Suzanne, qui semble, d'ailleurs vous voyez il n'est pas commode, qui semble aboyer, éveiller furieusement sur la chasteté de Suzanne en proie à la lubricité des vieillards. Et puis enfin, 4e mur, les Noces de Cana, où il n'y a pas moins de 6 chiens. Je dis pas moins de 6 parce qu'il est possible qu'il y en ait
qu'on n'ait pas vu encore. Mais déjà les 6 qui existent, eh bien, ce sont les 3 du premier plan. Le chien de chasse dans l'angle bas gauche, les 2 lévriers qui sont au centre de la composition, sous les 3 musiciens, et puis 3 chiens plus cachés. Dans l'angle en haut à gauche de la composition, on voit entre les balustres de la terrasse pointer une petite tête grise, et il y a 2 petits chiens un peu impertinents. Un qui là s'est juché sur la table au milieu des plats et des victuailles, et un autre qui est là sur les genoux du convive en train de regarder, là aussi d'un œil un peu méfiant, le gros toutou qui est en bas à gauche. Pour Véronèse et pour Titien, il y a une petite chose qui est amusante, c'est que ce sont 2 artistes qui ont donné leur nom à des races de chiens. Le livre de référence sur les épagnols identifie et classe certains épagnols sous le nom de épagnols nains véronésiens. C'est ce petit épagnol nain aux yeux un peu globuleux qu'on trouve dans les tableaux de Véronèse, donc là dans les Noces de Cana ou dans Suzanne, ainsi que l'épagnol Vecelli, qui est un petit épagnol, celui qu'on trouve sur les tableaux de Tiziano Vecellio, donc de Titien. Donc les chiens sont à la fois présents comme éléments de la peinture, ils sont présents comme compagnons des artistes, et on voit que certains même portent dans le nom de leur race le nom du souvenir de certains artistes. Il y en a absolument partout. Alors dans la peinture italienne, évidemment, énormément. 13 dans la Grande Galerie, 21 dans la seule salle des États. Mais même du côté des primitifs, il y a notamment ici les merveilleux petits de l'adoration des mages. Donc la salle des tapisseries des chasses de Maximilien est la salle du Louvre où il y a le plus de chiens. Ils sont presque impossibles à compter. Au premier plan, il y en a, c'est certain, près d'une centaine, mais au deuxième plan, cachés dans les décors, dans les fonds, il y en a beaucoup d'autres. 350 mètres carrés de tapisserie et des chiens partout. Des chiens de toute race, des molosses, il y a des lévriers, il y a des braques, il y a des épagnols, toutes sortes de chiens, toutes sortes d'attitudes, des plus nobles aux plus triviales. C'est des chiens égorgés, accompagnés de toutes sortes d'accessoires, des laisses, des colliers de force, des colliers d'apparat, même des cuirasses. Et donc, à chaque tapisserie est associé un mois de l'année, est associé un signe astrologique et est associé aussi un moment de la chasse. Le repas des chasseurs, la curée, etc., etc. Et donc, c'est comme une sorte de cycle complet dans lequel les chiens sont présents à absolument tous les moments. Certains mois sont particulièrement denses en chiens, notamment le mois d'août. Là, ils sont presque innombrables, puisqu'il y a ceux qu'on voit au premier plan. On est au mois d'août, donc l'une des tapisseries les plus riches en chiens, et il faut vraiment aller se perdre dans les arrière-plans pour les voir et les découvrir de manière comme ça inattendue, presque furtive, noyée dans le décor. Alors le mois d'août, c'est un mois qui est traditionnellement associé aux chiens. C'est d'ailleurs le mois, je crois, qui a été choisi pour être celui de la Journée internationale du chien. Pourquoi ? Eh bien, depuis l'Antiquité et depuis qu'on a identifié l'étoile de la canicule, l'étoile dont l'apparition signale la période des fortes chaleurs, cette étoile est associée à Sirius, le chien du chasseur Orion. Et on l'appelle d'ailleurs l'étoile de la canicule, l'étoile du petit chien. Dans la cour Marly, il y a 8 chiens. Pourquoi nous sommes à Marly? Nous sommes dans, d'une certaine manière, le royaume de Diane, la déesse de la chasse. Nous sommes dans un univers de chasse. Qui dit chasse dit chien. Depuis la mythologie, depuis le chasseur Orion et ses 2 chiens, Sirius et Procyon. Et évidemment, les chiens toujours liés à la figure de Diane. L'une des choses particulièrement importantes de cette figure de la déesse Diane, c'est sa réversibilité. Elle est la lumière et en même temps les ténèbres. Elle est la pureté, la chasteté et en même temps la cruauté. Les chiens trouvent vraiment cette dimension de réversibilité, d'ambiguïté auprès de ses suivantes, le lévrier, la finesse, la grâce, et au pied des chasseurs, comme là chez Coustou, plutôt des chiens de chasse type épagnol.
plus bourru, plus poilu et souvent un peu plus rustique. On trouve dans le compagnonnage des chiens cette même dimension d'ambiguïté qui fait qu'on va les retrouver aussi bien emblèmes de la fidélité ou gardiens des gisants ou plutôt des gisantes sur les tombeaux que figures comme ça de dévoration ou de course folle ou de lubricité. Le chien est toujours à la limite entre nature et culture, la limite entre ordre et désordre, la limite aussi entre vie et mort. Diane toujours, mais plus à Marly, à Annette, la fameuse Diane de Poitiers représentée sous les traits de la déesse Diane, avec le cerf. Diane est là accompagnée de ses deux chiens, et à nouveau on va retrouver le lévrier, avec sa finesse, sa noblesse, son raffinement, et un chien qui est, je pense, une sorte de Barbet, qui lui est plus rustique, plus hirsute, et on a vraiment la grâce et une forme de rusticité. On est dans des contrastes qui sont quasiment baroques. Mais en fait, dans le Louvre des chiens, il y en a dans tous les départements, dans les antiquités orientales, évidemment, le fameux chien de Sumuel, ou des petits chiens qu'on trouve sur les sceaux cylindres des premières écritures. Dans les antiquités égyptiennes, évidemment, il y a plus de 600 représentations d'Anubis dans les collections du Louvre. Mais au-delà d'Anubis, il y a aussi des momies de chiens, il y a aussi des petites amulettes en forme de chiens. Dans les antiquités grecques, les antiquités romaines, évidemment. Dans les arts de l'islam, dans le département de Byzance et la chrétienté d'Orient, il y en a vraiment absolument partout. Et puis il y en a même qui ont disparu, qui sont un peu les chiens fantômes du Louvre, et notamment dans La mort de Sardanapale de Delacroix. La campagne de restauration de 2023 a révélé au rayon X la présence d'un chien sur la peinture qui a été repeint depuis, qu'on ne voit plus. Mais on sait que Sardanapale, non seulement a commandé sa propre mort, celle de toute sa maison, y compris ses chevaux et ses chiens, eh bien l'un de ses chiens était là, il est toujours là, mais il est repeint. Derrière nous, c'est l'un des chiens fantômes du Louvre. Et donc cette grande promenade dans les chiens du Louvre, donc plusieurs milliers de chiens du Louvre, ça a été un crève-cœur, mais on a dû en retenir 350 dans ce livre qui vient de paraître et qui est une invitation à venir découvrir le Louvre autrement à travers ce fil rouge à la fois léger et sérieux de la présence des chiens dans l'histoire de l'art et des civilisations.